Sonko aussi a ses cartes à jouer. Nous allons suivre l'actualité du côté de Dakar. Nous allons avoir peut-être des spécialistes à partir même de demain. Nous allons avoir des spécialistes sur ces questions de coup d'État, sur ces questions politiques dans la sous-région. Qu'est-ce qui fâche aujourd'hui les États, le peuple, les dirigeants des États de la sous-région? On aura demain un spécialiste international. Hein. On va l'avoir demain au téléphone. Il va essayer quand même de nous planter le décor, de nous analyser la situation dans la sous-région. Ceci dit, dans ce deuxième numéro, c'est-à-dire le deuxième point du débat des polémiques, nous allons revenir avec la crise transitoire qui sévit aujourd'hui dans la sous-région. Vous le savez que les États sous l'aide des putschistes se resserrent les coudes. Vous avez vu la Guinée, le Burkina Faso, et puis le Mali, le Niger récemment, où il y a eu une batterie de sanctions face au coup d'État du Niger. Mais ces trois pays se sont soudés les coudes pour quand même ne pas respecter les sanctions qui seraient imposées sur l'État nigérien. Alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé et pourquoi ces États aujourd'hui se donnent la main pour soutenir ce coup d'État du Niger? Oui, Odilon, tu as une idée dessus. Diané a une idée dessus. Je sens que les salives sont déjà, vous êtes tellement chaud. Et puis, aussi a une idée dessus. Mais la question qu'on se pose, est-ce normal aujourd'hui de légaliser le coup d'État? Ou bien nous sommes dans la phase de légalisation du coup d'État puisque les putschistes sont en train de se donner la main? Plusieurs questions qu'on se pose, telles que celles que tu viens d'avancer, au regard des réalités que vivent certains États africains, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler que nous parlons aujourd'hui de 4 États, mais les premiers sont la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Alors, le 30 juillet dernier, après que le Niger ait connu le coup d'État le 26 juillet, passé, eh bien la CEDEAO et l'UEMOA se sont retrouvés à Abuja, sont réunis à Abuja pour se pencher sur la question du coup d'État du Niger. Voilà, et au cours de cette rencontre, il y a des décisions qui ont été prises, des sanctions qui ont été prises par notamment la CEDEAO. Parmi lesquelles sanctions la fermeture des frontières, l'interruption des vols commerciaux et des transactions financières, le gel des avoirs nationaux et l'aide qui est également supprimée, le gel des avoirs nationaux et la suppression de l'aide, je l'ai dit, l'interdiction du voyage des putschistes et le gel de leurs avoirs personnels. Mais surtout, l'autre sanction, parce que les sanctions que j'ai citées initialement sont des sanctions qui sont communes. Voilà, elles sont prononcées lorsque les coups d'État sont perpétrés dans un État. Mais la sanction qui est nouvelle, qui fâche, c'est bien la possibilité d'une intervention militaire au Niger. Et je rappelle qu'en 2022 et 2021, le Mali a connu son coup d'État en 2 étapes, toujours conduit par Assimi Goïta. Et le 5 septembre 2021, c'est le cas guinéen. Le 30 septembre 2022, c'est contre Damiba au Burkina. Alors, au regard de tout cela, hier, il y a des communiqués qui ont été rendus publics par les 3 États, notamment le Burkina, le Mali et la Guinée. Le Burkina et le Mali se sont fondés d'un communiqué conjoint qui ont été signés respectivement par le ministre de la Culture du Mali et le ministre de l'Administration du Territoire. Le ministre de l'Administration du Territoire du Mali et le ministre de la Culture du Burkina qui ont signé les communautés conjoints au nom des deux États. Communautés conjoints, pourquoi? Parce que moi, je me suis posé la question, mais figurez-vous bien que la réunion du 30 rassemblait deux organes, deux organisations, la CEDEAO et l'UEMOA. CEDEAO qui est au sein de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA qui est l'organe monétaire. Cette institution monétaire qui gouverne les États de la CEDEAO, du CFA, de la zone CFA. Alors, le Mali et le Burkina utilisant le CFA et constatant que l'UEMOA travaille également dans ces États-là. Donc, c'est ce qui a expliqué un peu la présence de l'UEMOA à cette réunion et éventuellement ce communiqué conjoint de ces 2 États-là. Mais de tous ces États, du Mali, du Burkina et de la Guinée, ils ont quand même eu des éléments communs. Tous se désolidarisent. D'abord, des sanctions. Voilà, désolidarisent des sanctions prises par la CEDEAO. Ces organisations
et témoignent de leur solidarité vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis des putschistes, mais aussi du peuple nigérien. Et également, le Mali et le Burkina ont dit dans leur communiqué que toute intervention militaire serait une sorte d'attaque contre les peuples burkinabés et maliens. Donc, qui les amènerait également à intervenir. Donc, la grosse question aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quelles sont les conséquences, quelles pourraient être les conséquences d'un tel positionnement de la CEDEAO et de l'UEMOA, surtout quand on parle de l'intervention militaire. Je pense que encore une fois, ce n'est pas la solution. Procéder à une intervention militaire au Niger aujourd'hui, d'abord, je rappelle que le Niger, c'est le pays le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et c'est un des États en proie contre le djihadiste dans la sous-région. Donc, une intervention militaire ne pourrait que procéder à une déstabilisation davantage de la sous-région. Donc il est temps que les responsables de la CEDEAO se penchent sur d'autres solutions. Je rappelle d'ailleurs que le week-end, il y a le président de la CEDEAO, le Nigérien, qui a communiqué avec la vice-présidente américaine et d'autres autorités à travers le monde pour se pencher sur une éventuelle intervention militaire. Donc encore une fois, une intervention militaire ne serait pas la solution. Et on constate que il y a une sorte de coalition qui est en train d'être qui est née, je ne dirais pas qui est en train d'être naître, mais qui est la bonne coalition aujourd'hui? Et ça, c'est encore plus dangereux. Plus dangereux parce que là, la CEDEAO est en train de se diviser. Et dans le communiqué même du gouvernement du CNRD, cela a été signifié. Cela a été signifié qu'une intervention sur le sol nigérien ne pourrait que contribuer à une déstabilisation, à une scission en quelque sorte de l'organisation sous-régionale. Donc voilà en réalité les faits auxquels nous sommes exposés aujourd'hui. Est-ce que, Diané, est-ce la bonne coalition entre les putschistes? Il faut comprendre déjà que c'est un non-événement. Et ces communiqués n'ont pas de sens. Dans la mesure où Sacré Diané. Ces États aujourd'hui ne sont plus considérés, bien vrai qu'ils n'ont pas été exclus, mais quand même sont suspendus des instances. Donc c'est pour dire qu'ils viennent juste pour une manière de... C'est de dire que oui, il faut mais soutenir. Ces communicants ont du sens parce que les autorités qui prennent ces communicants sont représentatives de leur population. Et vous le savez, attention, de toute façon, quand le 5 septembre... Ce communiqué t'engage? Le 5 septembre, les Guinéens ont applaudi le CNRD. Toi, Odilon. Quand ça s'est passé au Burkina, les Burkinabés les ont applaudis. Quand ça s'est passé au Mali, quand ça s'est passé le CNRD, c'est pourquoi dans le communiqué, on les a également applaudis. En tout cas, moi, je ne me reconnais pas dans ce communiqué. Au-delà de tout, il y a quand même encore un principe sacro-saint qui gouverne les relations internationales en droit international. C'est le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La question qu'on va se poser, est-ce normal aujourd'hui qu'on prenne ces genres de communiqués sans le consentement même des trucs du peuple, des représentants du peuple? Par exemple, le CNT ou bien le peuple d'abord, pour prendre un communiqué au nom du peuple. Même si c'est le CNT. Est-ce que le communiqué a été pris au nom de l'unité qui a fait le coup d'État, tel que le CNRD, dans les autres pays, ou bien c'est un communiqué qui engage la Guinée? Quand le gouvernement fait un communiqué alors c'est la question qu'on se pose. Oui, Daniel. Il fallait demander au moins, même le CNT, au moins. Non, je vais bien répondre. Odilon, laissez-le aller. Quand le gouvernement guinéen fait un communiqué, par exemple, pour adresser ses condoléances... C'est pas le gouvernement, hein? C'est le CNRD. C'est le CNRD. C'est pas le gouvernement. Le CNRD est l'organe qui gouverne. C'est bien ce qui est dans la charte de la transition. Très bien. C'est pourquoi je suis très heureux quand tu me prêtes le flanc du principe de l'autodétermination en droit international. J'aime beaucoup ça. On y va. J'aime beaucoup ça. Gianni. Vous savez que la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple l'exprime par les moyens démocratiques. C'est-à-dire que c'est par le biais d'une élection que le peuple exprime. Est-ce qu'aujourd'hui, ces unités d'élite qui ont fait irruption sur la scène politique, qui parlent au nom aujourd'hui, n'est-ce pas, des peuples-là, ont reçu le mandat de ces peuples-là? Première question. Deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, ces individus, il faut, excusez-moi du terme, ces individus qui ont signé ces communiqués-là, est-ce qu'ils engagent leur État sur le plan des relations internationales aujourd'hui?
Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le plein pouvoir. Certes, peut-être qu'ils ont reçu quelque part là-bas, mais pour moi, le ministre de la Culture qui signe un communiqué à l'endroit d'une organisation internationale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le ministre Chaque État a son fonctionnement. Mais oui, mais non, attention, mais attention. Écoutez, d'accord. Rapidement, nous avons... Maintenant, je reviens pour dire que c'est un communiqué de non-sens. D'accord. Dans la mesure où ces États-là ne sont plus aujourd'hui membres de la CEDEAO, ils ne sont pas encore... Donc la CEDEAO également, et moi, on pris des décisions. Nous allons revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre que ces 3 États aujourd'hui ne puissent pas suivre les sanctions prises contre le Niger? Il va pas suivre. Avec ces communiqués, ils l'ont notifié. Avec aujourd'hui l'union qui sont en train de sceller, est-ce qu'il ne faut pas craindre encore que la CEDEAO ne prenne encore d'autres mesures plus fortes que celles déjà prises? J'ai l'impression que ces États-là sont en train d'affaiblir déjà la CEDEAO. Oui. Parce qu'il faut rappeler le nombre. Lorsque vous prenez les États de la CEDEAO, il y a quand même des États qu'on ne peut pas négliger. Oui. La Guinée, le Burkina, le Mali, ce n'est pas des pays qu'on peut dire, bon, c'est comme ça. Déjà, il faut rappeler que le fait qu'il y ait cette coalition-là, cette union, c'était prévisible. Parce qu'on ne pouvait pas condamner par là. Parce que ce qu'il faut rappeler, si la Guinée, le Mali, le Burkina ne faisaient pas ce communiqué, une intervention militaire au Niger n'allait pas exclure une intervention au Burkina, à Guinée. Donc, quelque part, c'est légitime pour ces pays-là de faire ce communiqué. Mais l'autre chose que je veux relever, c'est que la CEDEAO aujourd'hui, au-delà de ces sanctions qu'elle a eu à énumérer, la CEDEAO est en train de perdre en influence. Ouais. Parce que dans le communiqué de la Guinée, par exemple, est-ce que les problèmes qu'ils ont eu à énumérer, la CEDEAO se préoccupe moins de ces problèmes et se préoccupe plus de la gestion des États? Parce que je veux dire, la dernière chose que je veux apporter, rapidement, c'est que si on avait pris la même énergie, la même intervention militaire pour lutter contre le djihadisme dans ces États-là, on ne serait pas arrivé à ce niveau. On a quand même l'énergie de dire, on va aller déloger des putschistes, mais on n'a pas l'énergie, cette solidarité-là, de lutter contre le djihadisme dans ces États. D'accord, parlez rapidement. Alors, ce communiqué conjoint des putschistes du Burkina et du Mali prouve à suffisance que la CEDEAO est très au sérieux dans son idée d'intervention au Niger. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, ça montre que les autres ont la trouille, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que après le Niger, c'est bien entendu le Burkina, ça sera le Mali et probablement la Guinée, même si ce n'est pas la même situation, encore une fois. Les coups d'État au Mali et au Burkina ont enlevé des présidents démocratiquement élus. En Guinée, le coup d'État a mis fin à un autre coup d'État constitutionnel, celui-ci, et qui est fort haïssable. Alors, je dis aujourd'hui que ce qui se passe au niveau de la CEDEAO est un précédent. Jusqu'ici, on a pensé que c'est un bluff. On a écouté le chef d'état-major général de l'armée du Nigeria qui a dit qu'ils sont prêts à combattre et qu'ils ne laisseraient aucune chance à l'armée nigérienne. Alors, je dis, il y a l'armée tchadienne qui est prête à apporter son soutien à la mission de la CEDEAO. Encore une fois, je dis que ça veut dire que la CEDEAO est forte et est préparée. C'est une fuite en avant pour ces putschistes et je pense qu'ils ont compris que la récréation est finie et que Tinubu est venu avec son rameau d'olivier, mais aussi son fouet. Si tu ne prends pas le rameau d'olivier, tu vas prendre le bâton. On va lire rapidement les SMS. La coalition. On va lire, on n'a plus beaucoup plus dedans. Juste un mot, l'union des voleurs ne leur conduira que devant la porte des prisons. Donc les 3 putschistes là, leur union là, ça va les conduire dans l'abîme. Rapidement, Simon Pierre pour les SMS.